Il est également possible d'étudier l'effet marginal d'une variable discrète x en calculant la variation de la fonction de répartition g majuscule. Par exemple, si Cj représente la valeur initiale de xj, alors Cj plus 1 représente la valeur finale. La variation de xj sera égale à une unité de mesure. Pour calculer l'effet sur la probabilité conditionnelle de y égale 1, il suffit de calculer la différence entre la probabilité conditionnelle de y égale 1 lorsque xj est égal à cj plus 1 et la probabilité conditionnelle de y égale 1 lorsque xj est égal à cj. Autrement dit, en considérant des valeurs données pour les variables de contrôle, on évalue la fonction de répartition g majuscule à deux reprises, lorsque xj est égal à cj plus 1 et lorsque xj est égal à cj. Il s'agit d'une procédure utile pour étudier des cas atypiques, comme je vais vous le montrer dès maintenant. Revenons à notre modèle de financement participatif et posons-nous la question de savoir quel est l'effet marginal d'une vidéo sur la probabilité de réussite d'une campagne atypique, dans le sens où la probabilité de réussite dans cette catégorie de projet est particulièrement élevée, soit égale à 80%. Vous pouvez même considérer qu'il s'agit d'un cas extrême, puisque aucune catégorie n'affiche un tel taux de réussite dans la base de données. Si nous considérons le MPL, l'effet marginal sera constant, égal à l'estimation que nous avions obtenue précédemment, soit 20,16 points de pourcentage. Dans le cas du logit, la fonction de répartition est celle de la loi logistique, soit lambda majuscule, qui correspond à la fonction plogis en R. On évalue cette fonction lorsqu'une vidéo est disponible, soit lorsque x3 est égal à 1, et lorsqu'il n'y a pas de vidéo disponible, soit x3 égale à 0. La variable x2, dite de contrôle, reste inchangée, égale à 80 dans les deux cas. On obtient un effet marginal égal à 16,86 points de pourcentage, sensiblement plus faible que dans le modèle de probabilité linéaire. Et c'est assez logique dans le sens où un projet qui fait partie d'une catégorie dont le taux de réussite est aussi élevé a moins besoin d'une vidéo pour faire la différence, si j'ose dire, qu'un projet qui serait inclus dans une catégorie dont le niveau de réussite est standard, soit proche de 50%. Si on considère maintenant le cas du modèle Probit, on doit utiliser la fonction de répartition phi majuscule et on procède de la même manière que pour le modèle Logit, en notant néanmoins que la fonction phi majuscule correspond à la fonction p norme en R. L'effet marginal est légèrement plus élevé que dans le modèle Probit, soit 17,46 points de pourcentage. En R, pour calculer l'effet marginal de la variable vidéo par variation de la fonction g majuscule, on procède en trois temps. On estime d'abord la probabilité conditionnelle de y lorsqu'il y a une vidéo à l'aide de la fonction plogis dans le cas du logit. On voit que la valeur de x3 est égale à 1. On refait la même chose lorsque x3 est égal à 0 pour estimer la probabilité conditionnelle de y lorsqu'il n'y a pas de vidéo. Dans les deux cas, x2 reste constante, égale à 80. Enfin, on calcule la différence qui correspond à la variation de la fonction de répartition de la loi logistique lambda majuscule. On constate que delta P est égal à 16,85 points de pourcentage. Dans le cas de cette campagne atypique, la présence d'une vidéo au moment de son lancement augmente la probabilité de succès de 16,85 points de pourcentage. C'est exactement le même processus pour le Probit, à la différence près que nous devons utiliser la fonction p norme correspondant à la fonction de répartition de la loi normale. Dans le cas du Probit, l'effet marginal est égal à 17,46%, légèrement supérieur à l'effet marginal estimé par le Logit. Pour conclure l'analyse des modèles Probit et Logit, je dois vous avertir que le R carré traditionnel, basé sur la somme des carrés des résidus, tel qu'il est calculé dans le modèle de régression linéaire multiple, n'est pas adéquat pour évaluer la performance des modèles Probit et Logit. Par exemple, imaginons que notre modèle donne une probabilité de succès égale à 0,8 pour une campagne de financement participatif qui a effectivement été une réussite, pour laquelle donc la variable y, soit succès, est égale à 1 dans notre base de données.
Dans ce cas, il serait erroné de considérer que le modèle commet une erreur égale au carré de la différence entre 0,8 et 1, en concluant que le modèle sous-estimerait la vraie probabilité de succès qui est en fait inconnue. Au contraire, il s'agit d'une bonne prédiction. Nous prédisons que le projet a de fortes chances d'être financé à la hauteur de son objectif, 80% de chances pour être exact, ce qui est une bonne prédiction, puisque le projet a été effectivement financé. C'est la raison pour laquelle on évalue souvent la qualité des modèles Logit et Probit à l'aide de deux autres mesures. D'une part, le pourcentage de prédictions correctes, et il y a en fait deux types de prédictions correctes. Soit on obtient une probabilité chapeau de y égale 1 supérieure à 50% lorsque y est égal à 1, effectivement, dans la base de données. Cela veut dire que notre modèle prédit à juste titre le succès de la campagne. Soit on obtient une probabilité chapeau de y égale 1 inférieure à 50% lorsque y est égal à 0 dans la base de données, indiquant que notre modèle prédit à juste titre l'échec de la campagne. Les mauvaises prédictions sont de deux types également. Des faux signaux positifs d'un côté, c'est-à-dire qu'on prédit que la campagne va être un succès alors que ce n'est pas le cas, et des faux signaux négatifs de l'autre. On prédit dans ce cas que la campagne va être un échec alors que c'est le contraire. Dans un QCM à venir, je vous demanderai de vérifier la valeur de ce pourcentage pour le modèle Logit et vous verrez que dans le fichier R que nous avons utilisé pour estimer les modèles Probit et Logit, j'utilise la fonction table. Enfin, on peut calculer des pseudo-R carrés comme le R carré de McFadden qui repose sur l'évaluation du log de la fonction de vraisemblance, soit L minuscule. On évalue cette fonction lorsque le modèle est non contraint, c'est-à-dire lorsqu'il inclut toutes les variables explicatives du modèle, et on compare cette valeur à celle obtenue lorsque le modèle est contraint, c'est-à-dire lorsqu'il exclut toutes les variables explicatives du modèle, sauf la constante. L'intuition est la suivante. Si ce ratio est égal à 1, les variables explicatives de notre modèle ne servent à rien, puisque le numérateur est égal au dénominateur. Notre modèle est en quelque sorte inutile, puisque son pseudo-R carré sera alors égal à 0. Pour les plus curieux d'entre vous, sachez que je vous montre dans le fichier R comment calculer ce pseudo-R carré. Et si vous désirez en savoir plus sur la fonction de vraisemblance et découvrir notamment qu'elle sera toujours comprise entre 0 et 1, visionnez la dernière vidéo de cette leçon. En tout cas, que vous décidiez de la visionner ou non, mes félicitations pour le travail déjà accompli jusqu'ici. Vous venez de découvrir des modèles très utiles en économétrie appliquée.